on va passer à la table ronde numéro 2, donc sur tout ce qui est en lien avec les politiques industrielles et les stratégies à mettre en œuvre, et notamment la question de quel levier activer pour sauver, conforter, voire renforcer la filière. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, donc Monsieur Haussel, Monsieur Bigot, Monsieur Perret, Monsieur Bertin, pour votre participation à cette table ronde. Donc, dans un premier temps, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter, donc, et présenter les structures que vous portez aujourd'hui en tant que responsable au sein de vos différentes structures. Voilà. Dans un premier temps, si vous voulez bien, assez rapidement. Vous avez Monsieur Haussel. Ceci marche, oui, ça a l'air de marcher. La technologie ne nous abandonne pas. Oui, donc Jean-Paul Haussel, j'ai passé 25 ans au cœur de la technologie et des projets du groupe Péchinet. Après quoi, j'ai continué toujours dans l'aluminium, mais avec des branches sur l'énergie, les autres matériaux, y compris la pétrochimie, un petit peu partout dans le monde, en particulier dans le Golfe et en Afrique. Et je suis maintenant officiellement à la retraite, après avoir passé 3 belles années à l'école de commerce de Grenoble. Merci. Monsieur Le Bigot. Oui, donc bonjour à tous, donc Nicolas Le Bigot, PFA filière automobile et mobilité. Donc déjà merci Jean-Marie pour cette invitation. Donc moi je m'occupe à la PFA des affaires environnementales, techniques et réglementaires. La PFA, c'est le rassemblement de l'ensemble des acteurs industriels de la filière automobile, les grands acteurs que sont les constructeurs automobiles, donc français mais pas que. On a Renault, Stellantis et puis Toyota, Iveco, et puis aussi l'ensemble des équipementiers, des grands équipementiers français. Forvia, Valeo, etc. Et les 4000 entreprises de la filière automobile qui constituent et qui maillent l'ensemble du territoire. On définit la stratégie de développement sur le plan de l'innovation, de la compétitivité, de l'emploi et des compétences. Merci. Monsieur Perret, s'il vous plaît. Donc Frédéric Perret, donc double casquette, donc directeur des développements du JTEC. Donc JTEC, c'est le leader européen de la production des aciers inoxydables produits longs, donc destiné à l'ensemble des industries et principalement pour toutes les industries de la transition énergétique. Et donc je suis en charge de toute la partie développement et dans cette casquette principalement de la partie décarbonation. Et j'ai une autre casquette, donc je suis président du GIRIN, donc c'est une filiale que l'on a créée qui vient de racheter le site de Châteaufeuille à l'Échère pour implanter son usine de valorisation de métaux critiques, donc principalement nickel, molybdène et manganèse à base de déchets par des procédés innovants. On a 5 procédés innovants dans ce projet. Merci. Enfin, Monsieur Bertin. Donc, Joseph Bertin, moi je suis le président de Tokai Cobex Savoie, donc Carbone Savoie, dont on a déjà parlé dans la table ronde précédente. Fournisseur donc des cathodes pour l'électrolyse de d'aluminium Dunkerque, entre autres. Tokai Cobex Savoie, donc c'est l'entité légale du groupe Tokai Carbone, qui est un des acteurs mondiaux japonais sur les métiers du carbone et du graphite. Et au-delà de ma fonction de président, je suis en fait le chef de projet d'un projet de diversification sur le graphite pour les batteries, pour les véhicules lithium-ion. Le graphite étant l'un des matériaux actifs principaux, en tout cas en masse, de ces batteries. Et on a développé, nous, un procédé qui vise à très fortement décarboner la production de ces matériaux qui sont aujourd'hui faits quasiment exclusivement en Chine. Et on a trouvé un procédé qui divise par 20 à 30 fois, et non pas 20%, comme j'ai vu dans le Dauphiné Libéré récemment, les productions de ces matériaux par rapport à ce que font les Chinois. C'est une bonne chose, très bonne chose, effectivement. Pour commencer, j'aimerais bien poser une question donc, à M. Bertin et à M. Perret. Donc, quelles sont pour vous, en tant qu'industriel, les difficultés majeures qui peuvent être un frein à la sécurisation de vos activités en France et en Europe, s'il vous plaît? Alors, difficultés, je ne sais pas, ou éléments principaux. En fait, je pense que ça a été beaucoup évoqué déjà tout à l'heure dans le cadre de la filière aluminium, mais évidemment que l'énergie est un élément clé. Pour ce qui est du graphite pour les batteries, on a mentionné tout à l'heure, je crois, 14 MWh à la tonne pour l'aluminium. Pour le graphite pour les batteries, en tout cas pour ce qui est des Chinois, on est sur ces niveaux-là également. Donc l'enjeu est à peu près du même ordre de grandeur. Nous, notre procédé divise par 4 cette consommation, donc ça nous expose un petit peu moins. On reste quand même un électro-intensif fort. Et l'accès à une électricité bon marché et surtout à coût prévisible, stable,
dans le temps est important. Et au-delà de l'électricité, je dirais l'énergie, hein, puisque le gaz est aussi un enjeu fort pour nous. Nos procédés consomment du gaz. On vient d'en parler avec M. Galzo à la pause. En fait, le raccordement gaz, par exemple, de l'usine de Notre-Dame de Briançon, et plus largement, je laisserai Frédéric s'exprimer là-dessus, de la vallée de la Tarentaise, est un élément, par exemple, très très fort d'aménagement du territoire qui permet justement de développer ces industries. Voilà un exemple très très fort pour nous. Et de votre côté, M. Perret, du coup? Donc je rejoins sur la partie énergie et un point qui est assez important, on parle de décarbonation. Donc la sidérurgie, la décarbonation, il y a une partie qui passera par l'hydrogène, et l'hydrogène égale l'électricité. Donc attention, il faut bien avoir une vision moyen-long terme. La sidérurgie décarbonera massivement sur base d'utilisation d'hydrogène, donc cette partie-là. Donc je rejoins sur la partie infrastructure. Je dirais, si l'industrie veut continuer à se développer, il faut que l'industrie ait en capacité d'acquérir des actifs industriels avec des facilités en énergie, mais également des capacités ferroviaires. Attention, on a un gros souci en France, hein, on parle de limiter au maximum le transport routier. Le transport ferroviaire aujourd'hui perd énormément de parts de marché. On ne va pas citer les raisons, mais c'est vraiment un point de vigilance extrême sur le sujet. Il y a une thématique au niveau emploi. On a une difficulté de plus en plus croissante à recruter du personnel qualifié. C'est vraiment un point qui est majeur. Je reviens sur votre remarque sur l'énergie. En fait, elle ne se tient pas que sur la partie coût, en fait. Il y a l'accès à l'énergie qui est aussi un enjeu assez fondamental. Donc là, ça renvoie vers les stratégies aussi au niveau du territoire, mais aussi la question de la gestion d'un plan au niveau national. Je vais prendre en exemple le site de Renault Electricity dans le nord de la France. De tête, je crois, c'est 2-3 ans pour avoir le câble pour alimenter l'usine. Donc c'est vrai que tout ça s'anticipe, mais du coup ça s'arbitre aussi, ça s'organise. Donc je fais écho de votre remarque sur la gestion des coûts et les contrats qu'on pouvait avoir l'occasion de contractualiser les uns avec les autres, mais il y a aussi toute cette obligation d'avoir une stratégie de gestion, on va dire, d'accès à l'énergie qui, nous semble-t-il, est importante à aborder aussi. Voilà, donc... Est-ce que je peux me permettre de rebondir là-dessus ? Vous citez là le site de Douai, je pense, pour Electricity Renault. On a eu exactement le même souci, nous, Tokai Cobex Savoie, pour un site à Dunkerque. L'accès à des sites, hein, si on veut développer de manière massive du graphite pour les batteries, on parle d'un grosso modo 1 million de tonnes à l'horizon 2030 de besoin. Ça a été dit tout à l'heure, Tokai Cobex Savoie, c'est 30 ou 40 000 tonnes. Bon, c'est tout petit. Pour développer 1 million de tonnes de capacité à l'horizon 2030, il faut faire des greenfields, il faut faire des usines neuves. Et pour ça, il faut des sites. Il faut des sites qui soient prêts, dont l'infrastructure soit mise en place, disponible, que ce soit en logistique, que ce soit en électricité, que ce soit en gaz, et puis qu'à un moment donné, qui soient attribués à des projets qui sont porteurs de sens. Donc là, ça renvoie à la question, excusez-moi, je vous en prie. Et dans cette partie... Donc, je remercie les représentants de l'État parce qu'il y a d'énormes efforts qui sont faits en termes d'allocation d'aide financière, de subventions pour accompagner les entreprises. Le seul point auquel j'attirais l'attention, c'est que aujourd'hui ces process sont longs, que ce soit aussi bien Joseph que moi, on a des process en cours. Les décisions mettent très longtemps à être prises. Et donc, si vous voulez qu'il y ait des capacités industrielles qui se montent en France de manière très rapide pour répondre aux enjeux, on a besoin de décisions aussi rapides de votre part. C'était un petit message que je voulais faire passer. Je me permets de rebondir sur ce dernier point. Ça pose aussi la question de l'acceptabilité, en fait, aussi dans les territoires. Donc, on a fait référence à l'implantation historique sur le secteur. Pour autant, la question de la disponibilité du foncier pour les activités industrielles se pose, et on sait que c'est souvent assujetti, on va dire, un certain nombre de réactions, on va dire, des populations locales. Des fois, c'est un peu schizophrène ou à défaut d'être rationnel entre la situation qui consiste à avoir un projet industriel et le mettre en œuvre sur un territoire,
Il y a tout ce travail-là à faire, donc il y a la question des friches industrielles qu'il faut traiter, effectivement. Et est-ce que vous, de votre côté, c'est un enjeu, on va dire, significatif et important que d'avoir accès à ces territoires? Je prends juste un petit exemple, là, complémentaire là aussi encore dans l'automobile. L'usine Bosch de Rodez, par exemple, ça ne sort pas immédiatement, spontanément de tête, qu'on puisse avoir une usine aussi importante que ça à Rodez, mais pourtant, fut un temps, il y avait des logiques de décentralisation des activités, des bassins historiques, bassins d'acier minier, qui faisaient qu'on avait ces terrains, ces implantations, et ça a permis de faire perdurer l'activité. Aussi, je prends notre exemple, le bassin alésien, quand on a arrêté de faire de l'industrie minière, on est passé à d'autres activités, mais les terrains étaient là, et on a pu implanter notamment trois gros sites industriels sur le bassin alésien pour prendre le relais au niveau emploi. Donc est-ce que pour vous, justement, cette thématique-là est à travailler? Alors, je vous dirais oui, parce qu'on est en plein temps. Hein, donc nous, quand on a décidé d'implanter notre projet, on recherchait à peu près 25 000 mètres de bâtiments couverts. Donc, bon, sur un projet qu'on voulait être français, qu'on voulait être le plus local possible, parce qu'on va parler d'économie circulaire, et en allant s'implanter, je ne sais pas, partout en Europe ou dans le monde. Donc on a décidé de s'implanter en Savoie. Donc on a eu l'opportunité de racheter le site de Château-Feuillet fermé en 2021. Et quand vous rentrez sur ces sites-là, vous avez une histoire à raconter. Pourquoi une histoire à raconter? Parce que vous rachetez un actif qui est dans un état X. Donc on va avoir à investir par rapport à cet état X. Alors, dans la dépollution, mais même au niveau infrastructure bâtiment, on avait un site où on pensait avoir tout l'ensemble des utilités disponibles. Donc, en effet, on a des capacités électriques qui sont très importantes. Par contre, comme Joseph le signalait, on n'a pas d'arrivée de gaz ou biogaz et ou hydrogène à terme. Donc, il y a à investir sur des infrastructures. Et en termes d'acceptabilité locale, on rentre dans cette phase d'acceptabilité auprès des riverains et on se rend compte que les logiques actuelles et futures des riverains, les critères d'acceptation sont très différentes des mêmes personnes qui vivaient une activité qui, de ce qu'on entendait, avait engendré des contraintes environnementales. Donc oui, il y a vraiment l'ensemble de ces enjeux. Et l'ensemble de ces enjeux, quand vous instruisez les projets, font que les projets explosent en termes de budget et également en termes de délai. Hein, donc il y a des choses qui ont été faites dans la loi récemment prise sur la partie à l'Assemblée, sur la partie loi verte, l'industrie verte. Néanmoins, l'application et la concrétisation sur le terrain, à travers les différents corps de l'État, c'est un peu plus long et un peu plus compliqué. Et du coup, vous abordez le sujet de l'attractivité, en fait, au travers de votre intervention de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, d'essayer de faire matcher, comme l'a dit ce matin une des personnes qui a posé une question au sujet des jeunes ingénieurs, l'aspect décarbonation, l'aspect orientation, entre guillemets, verte des activités, et la problématique de recrutement? Alors, aujourd'hui, ça c'est une conviction profonde qu'on a chez Usitech, c'est que si on n'est pas considéré par l'écosystème autour de nous comme un acteur responsable, donc avec tout ce que ça induit en termes d'éco-responsabilité, on ne recrutera plus. À court terme, peut-être pas, mais à moyen long terme, ça c'est sûr. Hein, et donc, on se doit, en termes de social, en termes de développement durable, d'être irréprochable. En plus, on est le premier employeur privé au niveau de la Savoie, donc on a simplement au niveau de notre écosystème local cette exemplarité, mais vu que notre bassin de recrutement est à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale, on se doit d'être responsable. Et pour vous citer deux exemples, là j'ai recruté récemment, ces 6 derniers mois de Cal. La première question que m'a posé les Cal, il m'a dit: je suis content, vous êtes Gold au niveau EcoVadis, qui est un des labellings au niveau du RSE. Voilà. Quelque chose qu'il y a même un an et demi, on n'entendait pas. Okay, merci. Je vais peut-être renchérir là-dessus, effectivement. Hein, alors nous, on voit vraiment plus la différence entre nos activités historiques, où c'est un peu plus difficile de communiquer sur notre impact environnemental et sociétal avec les cathodes pour l'électrolyse.
Sur le projet sur les batteries, avec les enjeux que j'ai cités tout à l'heure de réduction des empreintes carbone, les postes qu'on offre sur cette filière-là sont beaucoup plus facilement couverts. Donc très clairement, le fait de travailler sur ces axes-là, sur ces nouvelles industries, mais aussi avec une approche environnementale et pas du greenwashing, parce que alors pour le coup ça marche pas du tout, on arrive effectivement à embaucher beaucoup plus facilement. D'accord, merci bien. Je vais peut-être poser une question maintenant à monsieur Haussel. Donc, de par votre parcours, vous avez eu affaire à la filière mines et métaux à de nombreuses occasions et avec des interlocuteurs diversifiés, qu'ils soient institutionnels ou encore industriels. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'état de santé en fait, de la filière aluminium ou plus largement de la sidérurgie en France et en Europe? Comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes présenté, effectivement, on n'est pas sur un panel exclusivement aluminium. Donc voilà, si je vous invite à répondre par rapport à... Votre question est très importante parce que quand on réfléchit à la problématique d'une filière, on ne peut pas ignorer qu'elle est un élément d'un système économique dans lequel les acteurs économiques font des choix globaux et non pas par filière. Et lorsque on regarde la construction d'un train, d'un avion, d'une maison ou d'un circuit électrique, on a des choix entre différents types de matériaux. Et comment est-ce que chacune de ces filières, vue globalement, va répondre aux attentes du client? Parce qu'au cœur de tout ça, il y a des clients. Il y a des clients finaux. Nous, quand on choisit une canette pour mettre notre boisson au lieu d'une bouteille en verre, quand on choisit un certain type de pneus, quand on choisit de voyager par le train ou de voyager par avion, les choix qui sont faits derrière impactent la filière. Et les volumes vont être impactés par les décisions individuelles de chacun. Donc ce client qui est au cœur de la décision économique, c'est-à-dire que quand on décide de faire une canette en aluminium ou une canette en acier, c'est une décision qui est une décision à la fois, je dirais, à court terme, puisque le choix peut être réversible et transitoire, ou il implique des investissements à long terme qui va nous amener dans le temps long. Et quand on parle de temps long, on parle de 15 ans, on parle de 20 ans. Donc le décideur économique va avoir à arbitrer entre ses résultats trimestriels et ses choix durables de développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, la filière aluminium, elle a des chances formidables qui ont été très bien illustrées par la table ronde précédente et par celle que nous avons en ce moment. Mais elle a aussi des handicaps qui ont aussi été clairement évoqués par mes collègues. Moi, je voudrais revenir sur ces arbitrages. Aujourd'hui, l'innovation va être au cœur de ces arbitrages. Quand Apple, excusez-moi, je n'ai pas le droit de probablement d'utiliser une marque, mais Samsung fait pareil, décide d'utiliser un matériau ou un autre pour la coque de son prochain téléphone, il est en train de prendre des décisions pour des centaines de millions de téléphones, et il va faire des choix technologiques qui vont impacter toute une filière. Maintenant, où est-ce que la France, là-dedans, va se positionner dans le grand jeu mondial de la construction des téléphones mobiles? Est-ce qu'elle aura un jeu? Est-ce qu'on n'aura pas? Quand on parle de train, c'est pareil. Est-ce qu'on va avoir un jeu dans le choix des trains? Aujourd'hui, on a des jeux importants dans les avions, encore, à travers une portion importante et très dynamique de la filière aluminium, autour d'Issoire et de tout ce que ça implique. Mais est-ce qu'on aura d'autres jeux durablement? Toutes ces questions sont au cœur des choix des clients. Et je pense que c'est vraiment important de ramener les clients au cœur du débat. Et nous, puisque c'est nous qui, en bout de chaîne, acceptons ou n'acceptons pas un prix, acceptons ou n'acceptons pas de payer, et pourquoi nous acceptons de payer. Et aujourd'hui, si cette grande firme que je citais tout à l'heure, je ne le citerai pas, investit au Québec dans de l'aluminium vert, c'est parce qu'elle a l'impression que ses clients vont lui demander de l'aluminium vert dans ses produits. Et donc là, ce client-là, il va pas en démordre après. Une fois qu'il aura décidé d'acheter des produits informatiques ou téléphoniques avec de l'aluminium vert, il faudra de l'aluminium vert, il faudra le fournir. Qui l'en fournira? Celui qui sera à la fois
technologiquement compétent, c'est-à-dire qui ont innové pour amener le bon produit entre les mains de cet industriel, et derrière, ce qui sera compétitif pour amener ce produit entre ça. Moi, je crois qu'il y aura une grosse réflexion à faire autour de ça. Merci bien. Cette approche-là, elle nous renvoie effectivement sur la question finalement de... Juste un point qui est assez important dans ce que vous dites, monsieur Haussel, c'est aujourd'hui, nous, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une volonté des end-users d'aller acheter des solutions bas carbone. Il y a cette volonté. Mais aujourd'hui, cette volonté ne se traduit pas de manière concrète, parce qu'on sait qu'il y a un différentiel de prix entre une solution bas carbone et une solution high carbone, on peut l'appeler comme on veut. Et aujourd'hui, le marché n'est pas prêt encore à faire ceci. Et donc c'est là où on a besoin peut-être de protéger les acteurs industriels qui sont en pleine transition. Donc le SBAM peut être une manière, il y a peut-être d'autres manières encore à penser, de façon à protéger l'industrie dans cette mutation-là. Ça, je pense que c'est un point aussi important. Juste peut-être un complément d'information relativement global. Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui font des choix de prix. Et dans toute la chaîne, toute la filière. Maintenant, l'industriel que je nommais tout à l'heure, il a fait un choix de ne pas mettre sur le marché de produits pas chers. De toute façon, si vous avez été visiter un Apple Store, vous savez que vous allez payer votre iPhone. Et que chaque iPhone va être plus cher. Et que vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez un iPhone, il faudra le payer le prix qui aura été déterminé par l'industriel. Et lui, il a fait le choix qui sera bas carbone. Donc, vous voyez, il y a des acteurs économiques qui sont déterminés. Et à court terme, effectivement, vous n'achèterez peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas les moyens, vous n'aurez pas l'envie aujourd'hui de le faire. Mais dans 2030, tout ce qu'il y aura dans le marché sera de ce type-là, ou pas. Il faut être vivant à ce moment-là. Voilà, exactement. Ouais. Dans les transitoires, dans le transitoire dont vous venez de parler, il y a aussi l'aspect financement, notamment des investissements, où il y a des exigences supplémentaires de la part des investisseurs par rapport à ces ambitions de verdissement. Donc effectivement, il y a un sens de l'histoire qui est en train de s'inscrire. Ce matin, ça a été évoqué, la question du green bashing. Il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là, mais c'est un risque potentiel. Pour autant, effectivement, on est sur un chemin, sur un transitoire, pour lequel, alors, en retard ou en avance, la question elle peut se poser, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en route. Mais je dirais, dans mes propos, la finalité est bonne, les outils, les acteurs sont en train de se mettre dans cette philosophie, mais il y a cette période transitoire. Et comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner, de protéger les entreprises pour qu'ils passent cette période-là pour pouvoir rebondir derrière. C'était plus mon propos. Ok, merci bien. On va passer un petit peu à une deuxième thématique. La question en fait d'une approche filière intégrée et compétitive d'un point de vue écologique se pose pleinement. Ça a été notamment illustré ce matin par nos camarades de Syndex dans leur présentation. Donc peut-être qu'on pourrait solliciter monsieur Le Bigot là, sur le secteur de la construction automobile, donc, qui est un secteur important pour la filière aluminium. Hein. La transition écologique et notamment l'évolution du mix moteur oblige les acteurs de la filière à se réapproprier le sujet de l'économie circulaire. Donc pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Bien sûr, je peux apporter un témoignage automobile, mais je rejoins ce qui a été dit par Monsieur Haussel. On est dans des enjeux multimatériaux dans l'automobile, et c'est bien de la compétitivité au regard de cet ensemble multimatériaux qu'il faut qu'on aille chercher, en développant en particulier donc l'industrie du recyclage, et aussi des choix de fournisseurs qui peuvent faire des efforts pour se décarboner à l'amont. Effectivement, dans l'automobile, on vit un bouleversement sans précédent.
qui consiste à basculer notre marché vers 100% de véhicules zéro émission, donc véhicules électriques à batterie ou véhicules à pile à combustible à hydrogène. En gros, il s'agit de passer de 15% aujourd'hui de véhicules électriques à 100% à l'horizon 2035, avec un point de passage autour de 50% en 2030. C'est considérable. Pour la France, on était à peu près à 200 000 véhicules fin 2022. Il va falloir en vendre 4,7 millions. Enfin, on cumule 4,7 millions au cumul jusqu'à l'horizon 2030. Et donc les investissements qui ont déjà été réalisés sont considérables. Pour atteindre l'horizon 2035, on estime à l'échelle mondiale qu'il faut à peu près 600 milliards d'euros d'investissements complémentaires. Et évidemment, la filière automobile, les acteurs de la filière automobile sont totalement investis dans cette transition. Les investissements qui ont déjà été réalisés sont aussi considérables. Eux-mêmes ont pris des engagements d'entreprise pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc c'est, je dirais, un peu irréversible. Le véhicule électrique sera le véhicule de masse de demain. Cependant, alors, petite parenthèse, on peut imaginer que cet horizon 2035 qui a été fixé par le législateur, ce cap assez radical vers le 100% véhicule électrique, on pourrait peut-être un peu le décloisonner en ouvrant un certain nombre d'alternatives pour sécuriser l'électrique. Sécuriser l'électrique, c'est peut-être nous donner des moyens de faire autrement qu'avec de l'électrique, parce que précisément tout le monde va avoir, enfin la demande en matériaux, notamment de matériaux de batterie, va exploser, bien évidemment. Et on est toujours en prise avec des fournisseurs chinois, asiatiques, on va dire, de matières premières. Et donc, évidemment, le prix des matériaux va croître. On est potentiellement en déficit de compétitivité dans ce cadre-là, voire avec des ruptures d'approvisionnement. Et donc, décloisonner cet horizon 2035 peut aussi nous donner des souplesses pour atteindre cet objectif qui consiste à massifier le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique est une solution incontournable de décarbonation. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. On divise par deux en analyse de cycle de vie l'empreinte carbone du véhicule, mais sur la partie production, et je vais y revenir, c'est plutôt un effet défavorable, puisque la production en empreinte carbone d'un véhicule électrique est à peu près presque 2 fois plus supérieure à celle d'un véhicule thermique. Voilà, donc l'enjeu c'est de réussir, et pour réussir, c'est la transformation de notre outil industriel qui est évidemment capital, la transformation des compétences, et puis c'est aussi convaincre le consommateur, parce que ça c'est une vraie difficulté. Un véhicule électrique c'est 2 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va y avoir encore une forte pression sur la baisse des coûts. Donc une forte pression sur tous les fournisseurs à l'amont, dans un contexte qui a déjà été rappelé précédemment de hausse des prix de l'énergie et de hausse des prix des matières premières. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et le véhicule électrique en lui-même c'est pas l'électrification qui tire la demande supérieure en aluminium. C'est l'objectif d'allègement en tant que tel, qu'on aurait pu aussi avoir sur des véhicules thermiques, qui fait que de toute façon les véhicules vont intégrer une part croissante d'aluminium qui va sans doute changer de nature. On aura moins besoin d'aluminium de fonderie et plus d'aluminium corroyé demain. Donc cet ensemble de cette demande en aluminium va croître, alors même que la demande sur le véhicule thermique va elle diminuer, puisqu'on fera moins de carters d'aluminium de fonderie, de boîte de vitesse, de blocs moteurs, etc. Donc ça c'est les perspectives. Et au regard de ces perspectives, lorsqu'on regarde la performance d'un véhicule électrique en analyse de cycle de vie, comme je le disais, son empreinte carbone est supérieure, et c'est notamment du fait de la présence d'aluminium. Parce que son contenu carbone, son facteur d'émission est supérieur à celui de l'acier. Et donc c'est un enjeu pour nous que de décarboner la production du véhicule électrique. Et donc évidemment, on travaille avec les aciéristes, mais on travaille aussi avec la filière aluminium pour ça. Donc on est très très heureux qu'il y ait des projets de décarbonation de l'aluminium primaire, et d'ailleurs on les soutient dans notre contrat de filière qu'on est en train de travailler pour l'horizon 2027. Voilà, il y a tout un pan sur la compétitivité de l'industrie
l'industrie automobile et de ses fournisseurs, qui consiste à profiter de l'ensemble des dispositifs d'aide à l'investissement qui seront disponibles au travers de France 2030, au travers de la mise en application du NZIA, etc., avec un focus particulier sur les PME-PMI. Enfin voilà, donc du coup, et notre démarche, au-delà de la décarbonation de l'aluminium primaire, c'est aussi de faire en sorte de constituer un gisement d'aluminium à recycler de haute qualité qui pourrait être réintroduit dans nos propres processus de fabrication en ayant à l'esprit que notre demande va switcher de l'aluminium de fonderie vers de l'aluminium corroyé. Donc sur les leviers qu'on peut mettre en œuvre, il y a effectivement aussi, je prends appui sur la partie auto, la norme, si on parle du règlement batterie, et puis aussi les aides qui peuvent être consenties, notamment par exemple le bonus écologique, qui vient réinterroger en fait le poids carbone de l'acier et de l'aluminium, qui conditionne les résultats du bonus en fait sur ce point-là. Exactement, exactement. On a, comme tu disais, des réglementations qui de plus en plus vont nous pousser à intégrer de la matière recyclée. C'est le cas dans le cadre du règlement batterie sur les matériaux de batterie, mais ce sera aussi le cas dans le cadre du règlement VHU, véhicule hors d'usage, qui est en cours de discussion, où on a des objectifs déjà très très clairs sur les plastiques, avec 25% de plastique recyclé à l'horizon 2025, dont 25% en boucle fermée. Hein, donc ça c'est évidemment à partir du moment où on commence à s'engager sur des objectifs d'incorporation de matières recyclées, c'est toutes les matières qui vont y passer. L'aluminium ne manquera pas à l'appel. Donc la réglementation est en soi un vecteur qui nous permet donc de faciliter aussi et donner de la visibilité aux investissements pour les acteurs de la filière. Sur la question des incitations, effectivement, le nouveau bonus éco-conditionné a été adopté récemment au niveau français. On est très heureux de cette adoption parce que, effectivement, ça a été dit, on est dans un contexte mondialisé où, en particulier la filière automobile subit une forte pression des importations de véhicules en provenance de Chine, en provenance de Chine, où les conditions environnementales de production, évidemment, n'ont pas la même ambition que celle est mise en œuvre au niveau européen au travers du Green Deal. Et aujourd'hui, le bonus pour les véhicules électriques de l'ordre de 5 000 €, était délivré pour tout véhicule électrique zéro émission. Mais qui pourrait comprendre aujourd'hui que le contribuable français paye pour des véhicules en provenance d'Asie dont les conditions de production ne sont pas équivalentes à celles qu'on met en œuvre au niveau européen. Donc ça, c'est une excellente chose pour nous aider donc à conserver de la compétitivité sur le site France et sur le site Europe, et à rivaliser avec les importations chinoises qui n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Hein. Je rappelle que les importations de véhicules de Chine sur le thermique n'ont jamais dépassé 1%, ils sont déjà à 20% du marché européen sur les véhicules électriques. Oui, je voulais rajouter quelque chose là-dessus, parce que on a parlé là du règlement du passeport batterie, c'est un peu l'équivalent du CBAM je pense, pour l'aluminium. Je connais moins bien le cas de l'aluminium, j'ai compris de la présentation de ce matin que quand même les émissions de l'aluminium étaient quand même assez normées et assez connues en fonction des procédés qui sont utilisés. Je voudrais donner un exemple sur le graphite, sur les batteries. Le graphite sur les batteries, je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait essentiellement en Chine. C'est annoncé aujourd'hui par les Chinois, contrôlés par personne, que c'est à 5 kg de CO2 par kilo de graphite batterie. La réalité, c'est qu'ils sont à 50 et plus. Et donc, quand on va mettre en place ce passeport batterie, je suis assez curieux de savoir comment on va réguler correctement et mettre au bon niveau les normes d'émissions de CO2 des batteries, pour permettre de s'assurer qu'effectivement, quand on va mettre en place le véhicule électrique de manière massive, ce soit aussi vertueux qu'on veut bien dire. Je suis évidemment pour, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je suis d'accord que sur le fond, ça va améliorer l'empreinte carbone de la mobilité, mais je pense qu'il y a vraiment des enjeux très très forts si on parle de développement de la politique industrielle, de ne pas faire preuve de trop de naïveté par rapport à ces règlements-là, et surtout à la façon dont on les contrôle, et notamment quand ça vient, moi j'insiste, de Chine, parce que là on parle de 98% d'importation chinoise. J'ai vu passer quelques analyses de cycle de vie chinoises.
je peux vous dire que c'est pas haut niveau et c'est pas sérieux. Deuxième élément que je voulais donner là-dessus, et c'est un peu toujours dans la même veine, hein, c'est les mêmes industriels chinois, ils sont en train de préparer, en fait, non plus d'importer depuis la Chine, mais ils sont en train de préparer des investissements industriels en Europe. Hein, ils vont fabriquer du graphite en Europe sur base des procédés chinois. Et en annonçant Urbi et Torbi que finalement, grâce à l'électricité, je vais prendre la Suède comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper, que grâce à l'électricité suédoise, ils vont décarboner à 90% leur empreinte carbone de leur graphite. C'est strictement faux. C'est aussi faux que leur empreinte carbone de départ. Le graphite chinois, ou procédé chinois qui sera produit en Chine, il produira à peu près 40 tonnes, entre 40 et 50 tonnes de CO2 par tonne de graphite. Alors que, et ça nécessite des procédés extrêmement innovants. En mettant en place des procédés extrêmement innovants, on peut être aux alentours de 2 à 3 tonnes. Mais pour ça, il faut le comprendre, il faut l'analyser, c'est scientifique, c'est technique, et puis à un moment donné, il faut que dans les normes, ça soit correctement pris en compte. Et c'est pas évident, hein. Enfin, la difficulté est énorme. Ouais, tout à l'heure, dans mon propos introductif, je parlais de compétitivité écologique. Donc, pour que ça soit un avantage, il faut que tout le monde soit logé et jugé à la même enseigne, en fait, effectivement, et que ça ne soit pas un facteur supplémentaire de distorsion entre les différentes entreprises et en l'occurrence entre différentes plaques industrielles, qu'elles soient européennes, chinoises ou américaines d'ailleurs. Donc, je vous rejoins tout à fait sur le sujet. Pour avoir fait l'exercice de calcul de l'impact carbone, par exemple, pour la production des moteurs de Stellantis, quand ils ont quitté Douvrin pour aller en Hongrie, 63 personnes dans un camion, ça ne pèse pas suffisamment au prix du carbone. Il y a toujours un avantage économique à aller faire en Hongrie. Voilà. Ce qui est moins évident quand on fait par exemple des rétroviseurs, par exemple. Mais bon. Mais, juste si je peux me permettre de réagir sur ça, effectivement, on parlait tout à l'heure des règles d'État européennes qui ont contribué aussi à l'installation des gigafactories de batteries en Pologne, là où c'est le pire en matière de mix électrique, et de contenu carbone du mix électrique. Hongrie parle beaucoup mieux, et on peut s'interroger effectivement sur ces critères d'empreinte carbone en analyse de cycle de vie des produits qui aujourd'hui, alors la France l'a fait avec le bonus éco-conditionné, mais il faut essayer de diffuser ce type d'approche, et c'est ce qu'on fait nous à la PFA, où on pousse nos homologues européens à ce que ça puisse être mis en œuvre dans d'autres États membres. Oui, je vous en prie, monsieur Ossé. Je voudrais juste quand même qu'on se rappelle ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues. On veut décarboner, limiter les déplacements, on prend des mesures, des taxes et tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de SUV dans les rues de Grenoble, et c'est pas prêt de s'arrêter. Le client final prend la décision, et s'il a décidé d'investir 100 000 euros dans l'achat d'une voiture, il va trouver une voiture qui le satisfait. Et donc un client qui achète à 100 000 euros. Batterie. Il faut mettre des placements batterie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses, mais en même temps qu'on fait ces choses, il faut se souvenir que le client va faire ses choix. Bien évidemment. Il faut l'accompagner, il faut l'éclairer. Bien évidemment. Là où c'était important d'avoir, me semble-t-il, une intervention du secteur automobile, c'est par rapport au concept de filière intégrée. Donc là, autour de ce panel, vous intervenez, vous, pour l'aluminium, dans un élément qui permet de fabriquer l'aluminium primaire. Donc vous êtes dans l'aspect intégré de la filière. Le paradoxe qu'on peut pointer du doigt, en fait, par rapport à ce qui a été présenté ce matin, notamment sur les besoins en aluminium, c'est qu'on est dans un raisonnement sectoriel automobile. On a un surcapacitaire des fonderies aluminium parce qu'on passe des blocs moteurs à la tôle, entre guillemets, parce que toute la discussion qu'on peut avoir autour de la voiture électrique, c'est surtout par rapport à ça. C'est parce que pour faire un réservoir à essence, on n'utilisait pas de l'aluminium, et que pour faire une batterie, on va en utiliser. Quand bien même au total, on utilise moins d'aluminium dans la voiture, on utilise différemment. Et du coup, on se retrouve avec des capacités de production qui s'arrêtent. On a fermé quand même 4 ou 5 fonderies depuis 2 ans, qui étaient quasiment que des fonderies captives de l'automobile. Et on est en train de pointer du doigt que la filière aluminium va avoir des besoins conséquents, et notamment
des fonderies qui vont devoir transformer le produit de base en produit semi-fini, par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc la question effectivement de cette approche de filière intégrée, elle dépasse en fait le champ légitime de chaque secteur. Voilà. Donc la question qu'on peut se poser d'une manière globale, hein, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire en sorte que tous les contributeurs, tous les utilisateurs d'aluminium soient sur une logique de collaboration afin d'aller vers ça a été ce matin aussi, enfin tout à l'heure évoqué, quand bien même on n'est pas suffisamment mature pour avoir un marché uniquement et exclusivement sur de l'aluminium recyclé, on peut se donner comme point d'atterrissage dans un futur plus ou moins proche qu'à l'instar de l'acier, on ait suffisamment d'aluminium en circulation pour qu'on ait des besoins d'aluminium primaire qui soient de plus en plus réduits en termes de production, parce qu'on arrivera à recycler tout ça. Mais ça ne peut se faire effectivement que si, à un moment donné, tous les acteurs sont coordonnés. Et c'est la question en fait que je vous pose maintenant. Je voudrais être provocateur. Il n'y a plus une filière aluminium. Il y a des filières aluminium. Nous vivons sous la dictature du LME, et tout le monde s'imagine que parce qu'il y a du papier qui est géré à Londres, l'aluminium, c'est quelque chose qui est global et mondial. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand un fabricant automobile, quand un fabricant d'avion, quand un fabricant de dispositifs médicaux, quand un fabricant de téléphone portable veut de l'aluminium, il veut un produit beaucoup plus spécifique que le LME et les produits, je dirais, banals en grosse quantité. La chance de l'Europe, c'est que normalement, nous avons l'intelligence collective, et c'est là qu'on revient dans des sous-filières, dans des filières pointues, des filières techniques, où on a les compétences pour livrer le bon produit au bon client. Et un client qui va être satisfait d'avoir un service de proximité, ou en tout cas de proximité intellectuelle, de relations étroites avec son fournisseur, et qui va lui permettre derrière d'avoir le produit dont il a besoin, dans les quantités dont il a besoin, et d'alléger son produit, non pas seulement en enlevant des tonnes, mais en ayant un nouvel alliage, en ayant une nouvelle façon de le produire, en ayant une nouvelle cristallographie, en ayant un produit qui à la fin va peser de moins cher, de moins lourd, et qui va répondre quand même à la spécification technique allemande. Toute cette intelligence collective, elle existe encore en France. Maintenant, est-ce qu'on elle va durer? Je ne sais pas. C'est une remarque de vieux con, mais je pense qu'il y a un vrai souci de continuer cette dynamique d'intelligence collective pour amener les bons produits aux bons clients, de manière à ce qu'il ait les moyens de servir ses propres clients avec un produit qui satisfasse ses propres clients. Et en transition aussi avec la question qui a été évoquée là, on est sur un chemin et en lien avec le règlement batterie, par exemple, il y a tout ce qui est en lien avec l'éco-conception et effectivement les caractéristiques physico-chimiques des produits qu'on met en circulation. Parce que recycler des produits complexes ou recycler des produits simples, on a vu ce qui s'est passé dans le plastique, hein. Par exemple, là, il y a des plastiques qui sont très faciles à recycler et d'autres qu'on n'arrive plus. Voilà, parce qu'on n'arrive plus à séparer les produits. Donc effectivement, cette question-là, on peut l'entendre, mais à un moment donné, effectivement, la composition de ce qu'on met à l'offre permet ou pas d'emprunter des chemins plus ou moins faciles, plus ou moins aisés, plus ou moins mutualisables. Et du coup, la question est de la création d'une filière recyclage qui soit robuste d'un point de vue global, parce qu'on a échangé tout à l'heure effectivement avec M. Le Bigot, on peut faire du tri très sélectif et renvoyer tout ou partie de ces tri sélectifs dans la filière de native. Mais est-ce que du coup c'est un levier de politique industrielle, c'est-à-dire de revenir uniquement sur une approche sectorielle, ou est-ce qu'à un moment donné on peut s'interroger à recréer une filière aluminium au sens large, c'est-à-dire que c'est bien la filière aluminium qui devient le fer de lance de la production et de l'agencement, on va dire, des ressources en aluminium, quoi.
On a une filière aluminium aéronautique, les Airware de nos amis de Constellium, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas la filière aluminium, c'est quelque chose qui s'organise depuis la collecte du déchet, qu'il soit industriel ou le recyclage en général, jusqu'à la production de rêves d'avion à Issoire. Tout ça, c'est une filière qui implique des tas d'acteurs et qui commence dans la poubelle. Je veux dire, donc, et c'est pareil pour l'automobile de demain, c'est pareil pour le bâtiment de demain, c'est pareil pour le circuit électrique de demain chez Nexans, etc. etc. Non, je partage complètement. Alors la question, c'est une ou plusieurs sous-filières. Là, je ne sais pas dire, parce que précisément notre approche, nous, alors on a dit le véhicule va intégrer une proportion d'aluminium supérieure, et notre objectif à nous, constructeurs automobiles, ça va être de l'avoir, cet aluminium, au meilleur marché et le plus décarboné possible. Et si possible, issu d'un approvisionnement local. Ça, c'est évident. Alors, se donner les moyens de cet objectif-là, notamment sur la décarbonation, c'est maximiser le recyclage. Alors, on a, nous, une mine urbaine dont on a la responsabilité en matière de traitement et de recyclage, c'est 1,5 million de véhicules à peu près par an à traiter. Ce 1,5 million de véhicules, lorsqu'il intègre de l'alu, c'est plutôt l'aluminium de fonderie, donc c'est les blocs moteurs, ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'est pas forcément l'aluminium qui est celui qu'on va demander pour demain, mais il n'empêche que progressivement, voilà, on va devoir traiter l'aluminium qui nous intéressera. Et l'idée, c'est en éco-conception, d'aller se donner les moyens de démonter correctement au moment du traitement des véhicules hors d'usage pour faire suivre chacun de ces matériaux une filière spécifique de valorisation, de sorte que voilà, on ait des produits en bout de course qui soient à plus forte valeur ajoutée, parce qu'on pourra les réutiliser dans nos propres processus de fabrication, en tout cas les réintégrer dans des processus de production d'aluminium, et en tirer les bénéfices, à la fois sur le plan économique et sur le plan de la décarbonation. On est dans un système dynamique. Si vous regardez combien il y avait d'aluminium dans une voiture il y a 20 ans, qui aujourd'hui, la voiture moyenne, elle fait à peu près entre 15 et 20 ans. Donc on déconstruit aujourd'hui des voitures qui ont été construites il y a 15 ans. Dans 15 ans, on va déconstruire les voitures d'aujourd'hui. Et c'est un système qui est complètement dynamique. C'est pour ça qu'on parle de transition. C'est-à-dire que il faut suivre. Il y a combien, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre en tête, combien il y a aujourd'hui d'aluminium dans une voiture, comparé à il y a 20 ans. C'est quelque chose qui est à prendre en compte dans la durée, dans le temps, et pas simplement la photo d'aujourd'hui. La question se pose en fait, parce que ce sont des métiers qu'on pourrait ne pas délocaliser. Déconstruire, ça peut se faire à l'échelon national, ça peut être une activité effectivement qu'on peut sécuriser en France ou en Europe. Et l'idée effectivement, c'est que la politique fasse en sorte qu'on soit sur un cycle fermé, ou le plus fermé possible, et qu'on fasse du complément à deux en fait avec l'aluminium primaire, comme on le disait tout à l'heure. Donc on a les enjeux emploi à traiter, on a les enjeux GPEC à traiter. Ça a été abordé tout à l'heure, la question effectivement, je vais être un peu schématique, mais de voir des produits manufacturés venir hors d'Europe, arriver en Europe, avoir une durée de vie, être démantelés en France, et être remis dans des conteneurs pour être renvoyés hors de France, pour être remanufacturés. Enfin, ce cercle non vertueux, il faut l'arrêter. Donc, effectivement, il faut qu'on ait une approche, une stratégie industrielle, dès le départ, qui embarque cette partie-là. Mais du coup, là, je pense que ça peut vous faire écho aussi. La question des achats finit par peser, parce que ça a été évoqué tout à l'heure avec une personne, le câble recyclé est plus cher que le câble non recyclé. Donc s'il n'y a pas cette compensation à un moment donné économique de l'impact positif d'un point de vue écologique dès la problématique de passage de commande, on va se retrouver dans une logique de moins-disance économique au lieu de passer à celui d'une mieux-disance écologique. Donc là aussi, je fais référence à l'auto avec ce qui a pu être fait avec une base de données pour quantifier l'amont et l'aval sur les pièces et composants, mais on est qu'aux prémices. Mais si on est dans un modèle complexe en termes de diversité de produits, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a les canettes, il y a les avions, il y a les voitures, il y a les pièces et composants, enfin c'est assez complexe d'un point de vue, donc les interlocuteurs ne sont pas tous les mêmes.
Mais il faut qu'on arrive à faire cette maison commune autour de l'aluminium et faire en sorte que la production elle soit auto-centrée sur la France et sur l'Europe. Mais ça nécessite donc du coup des engagements respectifs des uns et des autres. Donc les filières, si elles sont capables de s'organiser les unes par rapport aux autres, sur leur propre captation possible de matière, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui s'organise de façon plus structurelle et qu'il y ait une politique globale en termes de gestion de l'aluminium en France et en Europe. Alors je partage complètement et ça rejoint l'actualité du sujet sur la filière automobile puisqu'on est en pleine redéfinition de la structuration de la filière de traitement des véhicules avec des textes réglementaires qui sont en cours de discussion et on a une singularité dans la filière automobile, c'est que on a une rentabilité économique de l'ensemble du traitement du véhicule avec des démolisseurs qui vont démonter des pièces du véhicule pour les revendre sur le marché de l'occasion et des broyeurs qui vont trier les matériaux, voilà, plus ou moins bien triés, pour les revendre sur le marché et tout ça est une équation économique rentable et on entend bien faire demeurer ce système. Aujourd'hui, dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, en matière d'éco-conception, aller chercher tel type de matériaux au sein du véhicule peut engendrer des surcoûts. Mais derrière, il faut qu'on s'y retrouve, parce que justement, on profiterait d'une matière recyclée avec un contenu carbone plus faible et avec certains avantages économiques. Et ces avantages économiques, tu disais, parfois on a des produits qui sont recyclés, qui peuvent être plus chers. J'étais il n'y a pas si longtemps que ça au forum au congrès de la plasturgie, où j'évoquais la possibilité de mettre en œuvre dans l'automobile, on connaît bien les bonus-malus, donc de mettre en œuvre ce type d'approche pour donner un avantage aux producteurs de matières recyclées ou à son intégrateur, ça c'est à voir, et à l'inverse, de mettre en place des dispositifs qui pénalisent ceux qui ne font pas d'efforts. Pénaliser ceux qui ne font pas d'efforts, bon, on l'a déjà en partie mis en œuvre, hein, le bonus éco-conditionné, c'est ça aussi, hein, puisque à ce stade, le contenu carbone des matériaux constitue le score environnemental du véhicule pour définir son éligibilité au bonus, et demain, on aura aussi un critère supplémentaire qui concernera uniquement les plastiques, qui prendra en compte donc le degré d'intégration de plastique recyclé dans le véhicule pour ajuster le score environnemental qui lui permettrait ou non d'avoir un bonus. Merci. Je vais être obligé de vous abandonner parce qu'il y a un petit train qui va peut-être me ramener chez moi. Et comme c'est le dernier, je ne voudrais quand même pas. Je vous aime beaucoup, mais j'ai quand même quelques obligations. De toute façon, on est dans le timing, on devait terminer à 15h45. Voilà, donc pas mal de choses ont aussi été dites sur la première table ronde avec les différentes interventions que vous avez pu entendre tout à l'heure sur la partie justement stratégie et la partie politique industrielle. Pour autant, il me semble important de rappeler qu'effectivement, si on veut arriver à avoir quelque chose de stable, il faut qu'on crée les conditions nécessaires à ce que les nouvelles technologies, nouvelles implantations se fassent dans de bonnes conditions. Ça s'entend effectivement d'un point de vue industriel, d'un point de vue autant du côté employeur que du côté des salariés d'ailleurs. Tout à l'heure je parle de GPEC territorial. Il me semble que c'est important de se replacer dans ce contexte-là où on va avoir, même s'il y a des tensions sur l'emploi, quelques mouvements à gérer entre les métiers qui disparaissent et ceux qui apparaissent. Voilà. Donc cette partie-là, elle est quand même aussi embarquée pour la filière, me semble-t-il, parce que comme ça a été démontré ce matin, l'aluminium a une belle voie qui s'ouvre devant lui pour les années à venir, donc il faut faire en sorte que ça soit bien le cas. Si vous voulez rajouter quelques mots en guise de conclusion, n'hésitez pas. Alors je dirais effectivement, l'aluminium a plein d'avenir dans l'automobile.
On a parlé des feuillets de cathode dans les batteries, alors on ne peut pas trop évoquer le gigacasting, mais ça aussi, voilà, il y a un acteur automobile qui le met en œuvre. Je pense que c'est une approche qui va progressivement se généraliser. Les ouvrants, la carrosserie qui de plus en plus, parce qu'on va aller chercher des caractéristiques d'allègement des véhicules pour, y compris sur les véhicules électriques, avoir peut-être de plus petites batteries, limiter notre consommation de matériaux de batterie qui évidemment constitue un coût important à l'échelle du véhicule, notre vulnérabilité d'approvisionnement sur des réseaux de batterie, parce que rien ne dit que voilà, la géopolitique peut faire bouger les choses. Nicolas Bouzou, qui était à notre journée de filière il n'y a pas si longtemps que ça, disait que la géopolitique tire l'économie, et c'est plus l'économie qui tire la géopolitique, et donc il suffit qu'il y ait un canon chinois qui se dirige vers Taïwan pour potentiellement gripper les chaînes d'approvisionnement en matériaux, et donc ça ce sera un point important à avoir à l'esprit, justement pour éviter que on soit plus souverain, enfin voilà, plus souverain sur les matériaux. C'est vrai pour l'aluminium, c'est vrai pour les métaux de batterie. Et si je vais juste ajouter un petit mot de conclusion pour moi, je crois que ça a été dit par Frédéric tout à l'heure, hein, mais les décisions, si on parle des batteries, mais je pense que c'est pareil pour l'aluminium, c'est un peu maintenant, on est vraiment à des moments hyper tournants, et on a des décisions majeures d'investissement industriel à prendre là dans les quelques années qui viennent. Donc j'encourage tous ceux qui vont être à la manœuvre à être capables de prendre ces décisions-là de manière courageuse. Ça va pas être facile. Si j'ai une ou deux minutes pour apporter quelques réponses. Premièrement, sur les sites, donc j'ai bien vu les points de raccordement, la logistique ferroviaire, tout ça, c'est des sujets complexes, hein, mais qu'on prend bien en compte. Les durées sur les sites, donc vous l'avez dit, il y a une loi qui a été votée, elle a été votée il y a quelque chose comme 3-4 semaines, donc c'est normal que vous n'en voyez pas tout de suite les effets. Je veux dire, il faut quand même un tout petit peu de temps. Et puis par ailleurs, bon, quand on se regarde, on se désole toujours, mais quand on se compare, on se console, parce que je peux vous dire que on a fait quelques petites études par rapport à nos collègues d'un certain nombre d'autres pays européens. Ils n'ont pas réussi à mettre en place ce qu'on est en train de faire à Dunkerque sur des délais aussi courts, hein, vraiment pas. Donc on sait qu'on doit encore s'améliorer, le sujet est bien connu, l'État y met beaucoup de moyens, mais je peux vous dire qu'on est tous mobilisés pour vous trouver des sites et investir. Sur les filières, de mon point de vue, les deux approches sont complémentaires. Il n'y a pas soit la filière alu, soit chacune des filières automobile, aéronautique, transport. C'est évidemment les deux ensembles qu'il faut traiter. Et c'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que les services de l'État travaillent. C'est-à-dire qu'on intègre l'ensemble. C'est matriciel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a des filières transversales, et les filières des métaux sont évidemment majeures, mais il y en a d'autres, comme les composants. Et les composants, on en retrouve dans les avions, dans les voitures. Donc on croise les deux, et on voit bien dans le cas de l'aéronautique, je rappelle, parce que le monsieur qui est parti là, est-ce qu'on va rester... On est quand même le leader mondial de l'aéronautique, quoi. Il faut qu'on en soit tous quand même fiers, hein. Il faut quand même réaliser ce que c'est, que France et l'Europe, on est leader mondial de l'aéronautique maintenant. Et ça ne va pas s'arrêter demain. Donc ça, on a réussi à le construire ensemble. Et le cas de l'ALU est intéressant parce que la filière de l'ALU et la filière aéronautique ont travaillé ensemble pour avoir une capacité, j'allais dire, d'apporter ces matériaux pour les avions, et c'est quand même les améliorer, de les faire évoluer. C'est quand même une grosse force, et je pense que sur l'auto, on doit pouvoir faire la même chose. On doit pouvoir atteindre ce niveau d'intégration. Sur les véhicules électriques, les normes, bon, vous avez cité ce qu'on a fait sur le conditionnement du bonus. On est en effet le premier pays européen qui l'a fait, donc nous on décide pour la France, après on essaye de vendre notre modèle en Europe, mais enfin, je voudrais que tout le monde ici mesure ce que ça veut dire. Ça, c'est une décision politique extrêmement importante et courageuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit non, il ne faut pas faire ça, et ainsi de suite, quoi. Donc
C'est une décision tout à fait une décision politique absolument majeure. Et les normes, moi j'ai pas l'intention de laisser passer des trucs de carbone mal calculés, hein. Ça je peux vous le dire, moi je suis très sérieux sur ces normes. Je souhaite que pour le graphite, qu'on ait en France le graphite pour alimenter nos batteries, on l'aura pas tout de suite, mais plus tôt on l'aura, mieux ça sera. Tous ceux qui veulent faire des sites de graphite en France, et en particulier Tokai Cobex, on les aide. Et si Tokai Cobex veut faire 5 fois plus en taille, comme vous le savez parce qu'on en a discuté auparavant, on est prêt à aider pour faire ça. Donc l'État, il est là pour accompagner, et ce qu'on fait sur le graphite, on le fait sur les autres minéraux, pour avoir les usines de transformation et l'ensemble, et on a les technologies, et Tokai Cobex en est un bon exemple, hein, de technologie. Donc ça veut dire que ce véhicule électrique, si on arrive à remplir l'ensemble de nos objectifs, et je suis convaincu qu'on y arrivera, on aura les batteries et une partie importante de la chaîne des matériaux qui seront localisés en France et en Europe. Donc l'élément qui consiste à dire en 2035, bon, on n'est pas tout à fait sûr, il faudrait quand même... Bon, moi, d'abord, ce que je constate, c'est que les constructeurs, ils disent tous qu'ils auront une gamme complète en 2030 et qu'ils souhaitent répondre à la demande des consommateurs. En fait, le train du véhicule électrique, il est parti à fond la caisse, et personne ne l'arrêtera. Hein. Donc après, il y a des cas particuliers de certains types de véhicules extrêmement... Bon, pourquoi pas, mais l'avenir de l'automobile des particuliers, c'est le véhicule électrique, et donc on est tous tendus vers cet objectif, les constructeurs, nous, les fabricants de matériaux. Le défi est important, il y a beaucoup de choses à relever, mais nous, et moi mon travail de tous les jours, c'est de m'assurer qu'on aura les matériaux, tout ce qui peut être fait en France et en Europe, on le fait en France et en Europe. Il y a certains minéraux, on ne les a pas en France et en Europe. On fera des approvisionnements diversifiés, on aura plusieurs pays d'approvisionnement. Le lithium, dans nos plans actuels, on aura probablement entre 60 et 70% du lithium pour les véhicules électriques qui sera fait en France à partir d'un certain nombre de sites. Voilà, je pense qu'on a tous les atouts, et en effet il y a beaucoup de boulot, mais il y a beaucoup d'opportunités, des opportunités pour l'aluminium, des opportunités pour... vous avez mentionné le sujet du prix de l'électricité. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un atout pour notre pays, hein, d'avoir l'électricité la plus décarbonée, parmi les plus décarbonées au monde et la plus décarbonée en Europe. Comme vous le savez, comme les industriels le savent, le gouvernement est mobilisé pour s'assurer qu'il y a un cadre de modification du marché européen, d'adaptation du marché européen, qui permettent de voir de la visibilité et d'avoir des prix qui soient cohérents avec notre appareil de production. Donc il y a eu des progrès très nets ces dernières semaines, puisqu'il y a eu un accord sur un certain nombre d'éléments sur la réforme du marché de l'électricité. Donc là, j'allais dire, non seulement on y travaille, mais le dossier avance, et objectivement, moi ce que je vois des industriels étrangers, c'est qu'ils sont très intéressés par investir en France, exactement pour cette raison-là, parce qu'on a de l'énergie, et que décarbonée et avec des perspectives intéressantes. Donc je pense que les industriels qui sont déjà implantés en France, évidemment, pour eux c'est aussi un atout considérable. Donc voilà, sur tous les points, moi je rejoins grosso modo ce qui a été dit, mais je voudrais donner une tonalité peut-être plus optimiste, et optimiste aussi sur les filières, c'est-à-dire sur la manière dont les acteurs dialoguent ensemble. Tout n'est pas parfait, mais moi je vois une mobilisation des industriels, des différentes filières qui défendent le site France. Quand le représentant de la PFA dit que voilà, il veut localiser en France et en Europe, c'est quand même un signe très important, parce que c'est quelque chose qui n'est pas exactement... on aurait posé la question il y a une dizaine d'années, c'était peut-être pas le même discours. Maintenant, il y a une vision assez claire qu'il y a des enjeux de souveraineté et des enjeux de sécurité d'approvisionnement qui sont pris en compte par les industriels. S'il y a d'autres questions. Eh ben merci, en tout cas, c'est avec plaisir d'animer cette table ronde, et on va passer la main
Il y avait une pause, je crois, c'est ça? Oui, il y a eu une pause normalement. On reprend à 16h. Ah, très bien. Ça va? Ça va bien chez vous?